à tous et à toutes. Ah oui, super. Bon bah nickel. Oui. On va peut-être attendre 2 petites minutes, le temps que tout le monde se connecte, que tout le monde ait ait le temps de nous rejoindre pour pouvoir démarrer ce live. Mais en tout cas, merci à vous d'être présents pour ceux qui sont déjà là. Ouais. On va patienter. Bah oui, un petit peu. Voilà. Oui, c'est gentil. C'est gentil. On va patienter un petit peu. En tout cas, on a eu de nombreuses questions, c'est chouette. Enfin, merci en tout cas de la participation de ceux qui ont pas hésité à poser des questions, parce que du coup, je suis sûre que les questions que vous avez posées et auxquelles on va répondre aujourd'hui vont servir à beaucoup de parents, donc c'est chouette. Exactement. Franchement, si on peut aider un maximum, c'est cool. Ouais, voilà. C'est super. Merci d'avoir été autant réactifs. Oui, aussi, ouais, complètement. Ouais, c'est super intéressant pour nous, pour vous. Donc, merci à tous. Pour ceux qui sont là, pour vous expliquer un petit peu le programme, le cœur de notre live aujourd'hui, c'est questions-réponses. Vos questions et mes réponses, du coup. Oui. Voilà. Exactement. En fait, ça va être ça. Voilà, et n'hésitez pas, on va essayer de prendre le temps au maximum de répondre à toutes vos questions. Alors, qu'on a reçues déjà par mail, mais également ceux que vous pouvez poser en direct sur le live. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions, on essaiera de répondre au maximum. Donc, Lucie. Oui, on va se présenter. Donc déjà, je suis Sarah, donc fondatrice de la Kids English School, qui est une école d'anglais périscolaire pour les enfants à Montpellier. Et je suis également cofondatrice de Kids Center, le centre thérapeutique et pédagogique que vous avez à Castelnau-le-Lez. Et je suis cofondatrice avec Lucie. Voilà, ici présente. Lucie, peux-tu te présenter s'il te plaît? Oui, alors pour me représenter rapidement, je m'appelle Lucie Nicolas, je suis ergothérapeute en libéral depuis maintenant 8 ans. Et depuis maintenant 2 ans, j'exerce du coup à Kids Center en cabinet, mais sinon je fais énormément de déplacements, je me déplace sur le terrain. D'où aussi l'intérêt de pouvoir répondre à ces questions un peu pratiques et voilà pour vous. Et je suis spécialisée dans les troubles du neurodéveloppement chez les enfants et les adolescents. Et j'aide au quotidien les parents, les enfants pour mieux comprendre ces troubles, mais aussi je fais partie aussi de ces professionnels de santé qui rééduquent et qui aident ces enfants, en tout cas. Voilà. Super, merci Lucie. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots et assez rapidement, parce que du coup c'est ce qu'on a vu dans le précédent live, ouais, tout à fait, que vous avez sur la chaîne YouTube. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé rapide des TND s'il te plaît? Oui, alors TND, ou plus communément appelé trouble du neurodéveloppement, c'est une grande famille. Donc pour faire court, on regroupe souvent donc le TDAH ou TDA, donc trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, cela dépend du diagnostic bien évidemment. Ensuite vous avez tous les troubles dys, qu'on appelle dys, donc dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, tous ces troubles que vous entendez. Dysphasie aussi, c'est important de le noter parce qu'on entend rarement parler de ce terme, mais la dysphasie aussi, qui est un trouble du langage oral et qui est aussi important de noter. Vous avez aussi le TDC, trouble des coordinations, anciennement appelé dyspraxie, et plus communément appelé également un nouveau trouble en tout cas qui vient qu'on entend de plus en plus parler sur les réseaux et même nous aussi en cabinet, donc dans nos pratiques médicales, le TOP, qui est souvent associé au TDAH principalement, qui est un trouble de l'opposition avec provocation. Voilà, en gros un petit peu la grande famille des TND. Dont on va parler d'ailleurs dans ce live aujourd'hui, puisqu'on a eu une question sur le TOP, donc on va aborder ce sujet avec vous. Avant de démarrer les questions, je viens de voir qu'on me demande comment poser des questions sur le live. Normalement, sur YouTube, vous pouvez entrer des petits commentaires. Si jamais ça ne fonctionne pas, ne vous inquiétez pas. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez envoyer un mail à thérapie.academy@gmail.com. Comme ça, on pourra y répondre si jamais vous n'arrivez pas à poser le commentaire sur YouTube, vous inquiétez pas. Alors, on va attaquer avec la première question. Oui. T'es prête, Lucie? Alors, ouais, complètement. Super. Donc, première question d'un parent qui nous demande comment mettre en place des stratégies d'accompagnement lorsque l'équipe pédagogique n'est pas réceptive. Alors c'est vrai qu'effectivement c'est une question qui est très intéressante, je pense, parce que vous êtes sûrement de nombreux parents à être confrontés à la difficulté de pouvoir mettre vraiment en place des choses pour votre enfant, ou en tout cas vous avez le sentiment peut-être que l'équipe pédagogique ou l'école ne met pas assez forcément en place des choses pour votre enfant. Si elle n'est pas réceptive,
moi ce que je vous conseille vraiment, c'est déjà surtout de prendre vraiment appui sur les professionnels de santé. Je pense que si il y a quand même un suivi, en tout cas il y a des adaptations qui sont mises en place à l'école. Le but c'est vraiment, je pense surtout de garder la communication avec les profs, d'avoir le soutien aussi de l'équipe pédagogique, c'est très important. En tout cas l'équipe médicale aussi, le corps médical, donc appuyez-vous sur eux. Et ensuite, ce qui est bien aussi, c'est de surtout ne vous braquez pas. Je sais que ça prend du temps, que c'est difficile souvent d'amener des stratégies, des choses à l'équipe pédagogique. Si vous voyez que c'est pas toujours compris par l'équipe, surtout braquez pas la communication. L'important c'est vraiment de garder une communication quand même bienveillante entre tous, fluide, parce que le but c'est aussi que votre enfant il sent qu'il y a une coordination entre tous les acteurs et vraiment avec en tout cas lâchez pas. Soyez soutenu par le corps le corps médical et surtout maintenir la communication. Et après progressivement, vous inquiétez pas, ça va se faire progressivement. Nous en tout cas, moi pour aller sur le terrain, c'est ce que je fais quotidiennement, c'est-à-dire que j'aide aussi différents professionnels de l'éducation nationale à un petit peu plus comprendre. Et je pense que pareil, il faut pas non plus trop invectiver aussi le corps enseignant parce que c'est pas forcément évident aussi pour eux. Donc il faut essayer de composer avec ces différents facteurs. Mais en tout cas, ne vous braquez pas, gardez la communication. Soyez soutenu par le corps médical et en tout cas surtout gardez cette communication, c'est très important. C'est des très bons conseils. Voilà. Merci Lucie. Alors on a une deuxième question qui est le TDAH est-il fréquemment associé au TOP ? Oui, le TOP, donc on en entend parler souvent maintenant. Donc le TOP, trouble de l'opposition avec provocation, on reprend un petit peu les termes. Donc c'est souvent des enfants qui ont des difficultés, on va dire, au niveau de l'impulsivité. On va dire que c'est souvent associé effectivement au TDAH, dans le sens où effectivement ça va être plutôt la partie hyperactivité qui va être touchée et où le TOP va pouvoir, on va dire, se créer. Donc c'est surtout lié à l'hyperactivité. Et on va dire que le TOP n'est pas forcément toujours associé à un TDAH, ça va plutôt être un facteur du TDAH, c'est-à-dire que ça va être un trouble associé. Mais TOP tout seul, en général, c'est assez rare. En tout cas, il n'y a pas vraiment d'écrit là-dessus pour expliquer que le TOP seul existe. C'est vraiment plutôt TDAH et TOP ou TDAH tout court. Et le TOP, c'est souvent plutôt une difficulté à gérer les émotions. L'enfant va plutôt avoir des difficultés à gérer sa frustration, ses émotions. C'est souvent sous le coup de l'impulsivité aussi. Donc par rapport à ça, c'est vrai que c'est plutôt la partie hyperactivité du TDAH, en tout cas le diagnostic hyperactivité qui est relié au TOP. D'accord. Voilà. Et du coup, on va gérer, j'imagine, d'une façon différente, peut-être un enfant avec de l'hyperactivité et un enfant avec un TOP. Oui, du coup ça va pas être forcément le même diagnostic et au niveau du TOP, effectivement, le TOP pour le diagnostic c'est encore assez un petit peu plus compliqué quand même à diagnostiquer. En tout cas, j'ai le sentiment que c'est pas non plus systématique. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que ça va être des enfants qui vont être beaucoup dans la provocation et surtout, il faut le voir surtout dans l'aspect global de la vie de l'enfant. C'est-à-dire que si c'est uniquement à la maison, par exemple, c'est pas forcément un TOP. Si vous voyez par contre ce phénomène se créer à la fois à l'école, dans la vie quotidienne, en dehors de l'école, avec même parfois les grands-parents ou des personnes de l'entourage, là à ce moment-là effectivement, et si ça dure plus de 6 mois, là effectivement il faut consulter et là ça peut être peut-être lié à un TOP, surtout si votre enfant a en plus un TDAH. Ça peut être une prévalence supplémentaire. En tout cas, ça peut être lié à ça. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a de plus en plus d'enfants diagnostiqués avec des TOP. En tant que professeur, est-ce que tu aurais un conseil que tu pourrais donner, qui peut d'ailleurs aussi fonctionner avec les parents, qui nous aiderait en fait à gérer un petit peu plus l'enfant? Alors je pense déjà une chose, c'est qu'en fait un enfant qui va être dans la provocation va avoir tendance souvent à l'exclure. Donc les professeurs en général punissent, le mettre de côté, vont du coup l'exclure du groupe, alors que je pense que c'est complètement l'inverse qu'il faut faire en fait, surtout. Alors je sais qu'en pratique c'est pas toujours évident, mais en tout cas surtout ne pas exclure l'enfant. Je pense que et même vous en tant que parent, ne le laissez pas forcément de côté. S'il fait une crise ou quoi que ce soit, essayez de comprendre pourquoi il l'a fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui provoque ça, pourquoi il va être dans la contradiction avec vous. Essayez plutôt de le questionner pour qu'il puisse verbaliser ce qui va pas et ne pas l'exclure, essayez de le comprendre. Et si vous êtes professeur, donc pas l'exclure et surtout lui donner une mission.
pour qu'il ait le sentiment d'être utile. Totalement. Et donc forcément en fait sa provocation va du coup en fait au niveau il va plus être trop dans la provocation, au contraire il va être en fait finalement dans l'échange, il va vouloir créer de l'échange avec les autres et avec vous, il va vouloir recréer du lien en tout cas, donc surtout ne pas couper le lien, vraiment essayer de recréer du lien, c'est vraiment important. Ouais, tu vois, j'ai remarqué que plus en fait tu évitais le comportement de l'enfant avec un top, plus il va faire exacerber, ce qui est totalement normal d'ailleurs. Tout à fait, il va vouloir encore plus envie qu'on le remarque, donc oui complètement. Donc autant le prendre en charge directement. Complètement. En tout cas, gardez toujours cette bienveillance. Enfin, c'est sûr que voilà, les mots sont simples, mais en tout cas, les actions peuvent être faites. En tout cas, voilà, toujours garder totalement. Voilà, cette structure. Tu m'avais donné un super conseil aussi, où je sais plus si c'était toi ou si c'était Élise Trickel qui est notre psychomotricienne oui, tout à fait, parce qu'on a une psychomotricienne, donc voilà. Tu m'avais dit, ou Élise m'avait dit, un super conseil, c'était d'expliquer à l'enfant vraiment tout ce qu'on va faire durant la séance, vraiment de lui détailler. Donc voilà, là tu vois on va commencer, on va faire ce jeu là, après on va faire un exercice, après on va s'asseoir. Complètement. Et je trouve que donner un cadre, ça rassure vraiment l'enfant. Ah mais bien sûr, mais même nous en tant qu'adultes ça nous rassure en fait, quand on sait ce qui va se passer, forcément on a une anticipation qui se crée et c'est plus facile, et ça marche aussi pour les enfants. Et qui dit anticipation des possibles provocations ou possibles comportements un peu provocateurs qui vont avoir lieu. Donc bien sûr anticiper, expliquer ce qui va se passer, voilà, ça lui permet de planifier, de s'organiser aussi mentalement et de savoir ce qui va se passer, c'est super important. Même avec des enfants avec des TDAH, ça peut fonctionner totalement. Complètement, bien. Ça peut pas être forcément. De toute façon, du moment qu'il y a des difficultés à planifier, à savoir, à anticiper ce qui va se passer, c'est toujours mieux d'anticiper, voilà, pour éviter une crise ou quelque chose qui va pouvoir se créer, effectivement, éviter le conflit. Voilà. Bien organisé. Exactement. Alors on va passer à une troisième question qui est comment aménager une dictée pour un enfant en difficulté. La dictée. Je sens. On a tous souffert quand même de ça. Oui, c'est vrai qu'il y a encore plus pour eux. Non mais oui, parce que de toute manière, véritablement, je pense que c'est un traumatisme pour tous. J'ai l'impression, la dictée, parce que même moi, quand je fais encore des bilans, j'ai encore des enfants, et encore ce matin d'ailleurs, j'ai un petit qui m'a dit oh non, pas une dictée. Et j'étais là, non mais ça va aller. Ça va aller. Voilà, parce que je sais que c'est vraiment un traumatisme, mais en fait, la dictée, il faut se dire que c'est vraiment la tâche la plus complexe à réaliser. Alors oui, elle est hyper complète, au niveau pédagogique c'est super intéressant, mais alors pour un enfant qui a un trouble de l'attention ou qui va avoir des troubles, ça va être super compliqué, parce que c'est multitâche. Donc pour lui, au niveau attentionnel, déjà ça va lui demander un coût cognitif hyper important. Ensuite, il y a l'aspect aussi qualitatif, c'est-à-dire qu'il faut bien écrire, donc s'il a une dysgraphie ou qu'en plus il a des troubles de l'écriture, ça va être encore plus compliqué. Il faut penser à l'orthographe, c'est noté, donc forcément il y a une pression de la note. En fait, il y a plein de choses, donc tout ce qui va être aussi anxiété de performance, forcément, voilà, tout. En fait, quel que soit l'enfant qui va avoir un trouble, qu'il soit plus ou moins important ou pas, ça va avoir un impact assez important pour lui. Déjà, émotionnellement, de gérer la dictée, ça va leur demander une pression importante. Donc, en général, et ce qui se fait de manière, parce que je pense aussi aux professeurs, parce qu'il faut que ce soit quand même pratique à mettre en place, mais ce qui se fait très généralement, et je pense que voilà, ce qui se fait de manière automatique, et tous les profs d'ailleurs le font maintenant systématiquement, c'est les dictées à trous. Donc voilà, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Vous pouvez aussi faire ça à la maison en tant que parent. Vous prenez la liste des mots, vous créez une petite dictée, en tout cas vous essayez de créer des mots, voilà, et vous demandez à l'enfant en fait tout simplement voilà, de réécrire les mots dans une dictée à trous, ça peut totalement se faire. Voilà. Donc dictée à trous c'est pas mal, ça permet déjà de le soulager au niveau de la tâche écrite, de se concentrer uniquement sur l'écriture et sur vraiment la qualité et l'orthographe en tout cas qu'on va lui demander. Et ensuite, alors, autre chose qui est aussi fait et qui se fait également au brevet, donc pour les parents d'enfants qui sont collégiens, et où il y a une mise en place aussi une adaptation pour les épreuves du brevet et les examens, on fait également des dictées QCM. Donc je sais pas si vous avez cette possibilité-là, mais je sais pas si tu connaissais, mais en tout cas ça se fait. C'est super intéressant. Et là c'est vraiment pour des enfants qui ont vraiment, voilà, on parlait de dyslexie, de choses comme ça. Ceux qui ont vraiment ça leur permet quand même d'identifier le mot, et vraiment des enfants qui ont des gros troubles lexicaux, grammaticaux, enfin qui vraiment n'arrivent pas du tout au niveau même à démarrer le mot, parce que même les sons sont compliqués encore. Voilà, les QCM ça leur permet vraiment de se concentrer sur la conjugaison, la grammaire, et on enlève le côté lexical en fait de l'affaire. Voilà. Oui, et j'imagine, bon toi aussi, ce que tu fais avec les enfants, c'est que ceux qui passent en ordinateur,
par l'ordinateur, du coup, complètement. ça allège. Complètement. Si effectivement on peut passer à une dictée totale sur ordinateur, là c'est encore mieux. Après, je sais qu'en général, on passe par dictée à trous, ensuite dictée QCM si c'est vraiment compliqué, et si vraiment on voit que ça s'avère vraiment compliqué et que l'enfant manque d'autonomie, là effectivement passer sur ordinateur, ça lui permet quand même de faire davantage. Oui. Surtout quand après ils doivent faire des rédactions, ils doivent argumenter. Là on va un petit peu plus loin, on sort un peu de la question, mais en tout cas, voilà. On s'éparpille. Voilà, c'est ça. Totalement. D'ailleurs, on parle de dictée, mais les problèmes de maths, c'est un peu la même histoire. Les problèmes, pareil. De toute façon, ça va être compréhension de la consigne, planification, organisation, pareil, comprendre ce qu'on me demande. Des fois, dans une consigne d'un problème, on a plusieurs phases du problème, plusieurs choses à développer. Donc pareil, les professeurs, s'il y en a parmi nous, ou même des parents professeurs, ouais, complètement, oui, carrément. En tout cas, ce qui est pas mal aussi, c'est de segmenter la consigne. Oui. Donc plutôt de segmenter la consigne, mettez des points, des tirets. Comme ça, l'enfant, il sait, ou en tout cas, vous pouvez lui mettre aussi même des petites cases à cocher. Comme ça, il a coché la première case, il sait où il en est de sa première étape du problème. Ensuite, il passe à l'autre calcul. Ensuite, il doit penser à faire la phrase réponse. Enfin, voilà, toutes ces petites choses qui vont l'aider en tout cas à soulager cette planification, à l'aider et à éviter une surcharge cognitive en fait, tout simplement. Super, merci Lucie. Alors Lucie, prochaine question. C'est une question un peu longue. Comment gérer des problèmes de comportement chez un enfant suivant une thérapie cognitivo-comportementale qui ne respecte pas ses engagements? Donc, le parent nous a mis quelques exemples. Refus de travailler, utilisation excessive du téléphone et des jeux vidéo, et notamment pendant les vacances. Ça tombe bien, c'est les vacances d'avril. Donc, ok. Alors, comment gérer les problèmes de comportement chez un enfant? Alors, déjà, pour reprendre les TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale, c'est plutôt les psychologues. En tout cas, c'est une approche psychologique. Donc, par rapport à ça, je rentrerai peut-être pas dans le détail d'un TCC parce que je n'en fais pas et je ne suis pas formée. Mais en tout cas, si jamais ça intéresse... On pourrait inviter notre psychologue Marie Bien sûr, ouais, pour un prochain live. Complètement, elle pourrait nous expliquer différentes approches psychologiques, effectivement ça pourrait être super intéressant. Mais en tout cas, je sais que tout ce qui va être TCC, l'objectif en fait d'une TCC, c'est de remettre en place la structure. Je pense que effectivement, le phénomène va être assez fréquent, c'est-à-dire que ça va être un enfant, il va falloir, je pense qu'on lui change un petit peu sûrement ses routines, et donc forcément, il présente peut-être des problèmes de comportement parce qu'il a peut-être du mal à l'identifier vraiment si ses routines sont bonnes ou pas pour lui. Je ne sais pas de quelle manière c'est abordé, mais en tout cas, ce que je vous conseille, c'est peut-être de revoir et de lui réexpliquer aussi à la maison. Peut-être que uniquement chez le psychologue, je sais pas comment y aborder la chose, mais pensez à vous en tant que parent à peut-être lui réexpliquer, à prendre le temps, de lui dire comment vous allez fonctionner. Pareil, on parlait d'anticipation, de choses comme ça, lui réexpliquer, lui recréer une routine, peut-être d'en parler avec lui pour structurer avec lui, pour qu'il comprenne. Peut-être qu'il est pas réceptif tout simplement parce que peut-être qu'il n'en comprend pas peut-être le but ou la signification pour lui. Et s'il refuse en tout cas, essayer peut-être de comprendre pourquoi est-ce que c'est trop difficile pour lui. Pourquoi il n'arrive pas à aborder le sujet. Donc plutôt comme ça. Par contre, effectivement, oui, refus de travailler, tout ça, essayez de faire attention au niveau des écrans, parce qu'effectivement, l'écran doit rester quand même peut-être une récompense. Donc je vous invite peut-être déjà à avoir une conversation avec votre enfant, prendre le temps d'échanger, de savoir pourquoi il refuse cette thérapie, ce qui se passe, quel est le phénomène qui se passe avec lui, mettre peut-être des mots aussi qu'il arrive à verbaliser, et surtout pas d'écran. Enfin là par contre, lâchez pas là-dessus, essayez de rester ferme là-dessus, et il faut vraiment que le téléphone, les jeux vidéo, ce soit vraiment quelque chose qui soit récompense. Voilà, tout simplement. Voilà. Pas être dans l'excès ni de complètement sanctionner. Complètement sanctionner. Et pas non plus. Ça. Complètement. Et lui laisser peut-être un sas de décompression si vous voyez que vraiment là ça monte en pression, vous n'arrivez pas à gérer. Vous lui dites écoute, pose-toi 15 minutes. Par contre, pas de jeu, pas d'écran. On utilise autre chose, du dessin, ce que vous voulez, de la peinture, de la lecture. Vous lisez une histoire, je sais pas vous, autre chose, mais pas d'écran. Et ensuite, on revient 15 minutes après et on relance le sujet, on essaie de voir ce qui va pas. Enfin voilà, je pense que c'est plutôt comme ça que c'est un super j'aurais expliqué en tout cas. C'est un super conseil. D'ailleurs, si la maman ou le papa est là, qu'elle n'hésite pas à nous faire un petit mail. On a un petit souci sur le chat, on va essayer d'arranger ça. On fera une petite pause, on essaiera d'arranger ça pour que vous puissiez nous écrire.
Mais si jamais vous voulez vraiment interagir, n'hésitez pas à envoyer un mail directement. Et alors attendez 2 secondes. Voilà, ce qu'on fera c'est que vous vérifiez vos mails après quand on aura fait notre petite pause et comme ça vous permettra d'envoyer vos petits commentaires. Voilà. J'interagis avec notre community manager en même temps. Voilà, super. Alors on attaque sur la 5e question de ce live. Peut-on découvrir des troubles du neurodéveloppement à l'âge adulte quand on est jeune adulte, etc. C'est plutôt côté adulte, mais c'est vrai que... Oui, complètement. Alors, bien sûr, c'est vraiment tout à fait possible d'avoir un diagnostic. Alors, ça va être avec par contre, des médecins, des professionnels qui vont être spécialisés plutôt pour les adultes, ce qui n'est pas forcément mon cas. Moi, je suis plutôt spécialisée pour les enfants. C'est des bilans qui sont différents, c'est des passations différentes, c'est tout un autre diagnostic. Donc voilà, mais c'est tout à fait possible. Par exemple, oui, dis-moi. T'as souvent des parents qui se rendent compte que, enfin, avec le suivi... c'est exactement, c'est ce que j'allais dire. En fait, des fois, ils ont l'impression que leur enfant, c'est leur miroir et qu'ils se retrouvent complètement dedans. Ils disent, mais moi, enfant, je faisais exactement la même chose, j'avais les mêmes comportements. Et en général, c'est de là que vient, en fait, déjà les premières questions et de se dire, mais attends, peut-être que moi aussi, en fait, et puis il y a tel phénomène qui se passe et, mais je comprends mieux pourquoi je fonctionne comme ça, parce que mon enfant, du coup, s'il a un diagnostic, peut-être que moi aussi. Et donc, effectivement, oui, c'est tout à fait possible. Donc vraiment, je vous invite, en tout cas, si vous voyez... alors, pas forcément... Si ça n'a pas forcément d'impact au quotidien pour vous, que ce soit dans la gestion des émotions, dans votre vie professionnelle, dans votre vie de couple, ça n'a pas d'impact réel, ou voilà, enfin en tout cas vous embêtez peut-être pas forcément à faire un diagnostic ou des choses comme ça, vraiment, enfin il n'y a pas, parce que c'est quand même assez long, c'est fastidieux et voilà, je vous invite pas forcément à le faire. Par contre c'est vrai que si vous avez vraiment un impact, là oui, déjà pour poser peut-être des mots sur des souffrances que vous pourriez avoir, des choses comme ça, ou si vous voulez tout simplement expliquer ce phénomène ou comprendre peut-être un peu mieux comment vous fonctionnez, ça peut être pas mal aussi, voilà. Du coup on peut dire que c'est héréditaire? Oui, il y a complètement une partie héréditaire. Oui, d'accord. Il y a à la fois le développement aussi du cerveau, mais il y a quand même une bonne part héréditaire. Maintenant, scientifiquement, c'est quand même prouvé. Donc, oui, effectivement, il y a une grande prévalence héréditaire. Donc, en général, si vous êtes un adulte qui a vraiment un trouble de l'attention avec hyperactivité ou d'autres troubles 10 qui ont été diagnostiqués, ça peut être le cas de la dyslexie, de la dysorthographie. D'accord. Voilà, génétiquement aussi, il y a des facteurs de prévalence. Dysphasie, alors, dysphasie, pour être honnête, j'avais jamais eu de parents qui étaient forcément qui avaient une dysphasie et ou en tout cas je l'ai pas forcément vu. Dysphasie c'est quand même plutôt les orthophonistes. Qui c'est moins ton domaine. Oui, qui peuvent un peu plus détecter. Nous on peut le voir très très brièvement dans nos bilans, mais ça va être plutôt vraiment juste du visuel que vraiment on va pas forcément pouvoir le bilanter. Donc, ça a pu être plus compensé par l'adulte d'ailleurs, la dysphasie. Tu vois ce que je veux dire, le fait de une compensation peut-être qui fait qu'aujourd'hui ça se voit moins. Oui, complètement. Alors oui, complètement. Après, en tant qu'adulte, si vous voyez peut-être tous ces facteurs-là se manifester à l'âge adulte, peut-être tout simplement que c'est parce que vous avez toujours su mettre en place des stratégies de compensation importantes à l'école, que ça n'a jamais impacté le côté scolaire, ou sinon c'est parce que vous avez toujours tellement tout donné et un surcoût cognitif important que vous avez toujours réussi à passer les obstacles, mais qu'aujourd'hui, effectivement, vous vous rendez compte que vous avez mis énormément d'énergie dans tout ça, et effectivement, peut-être que, vous dites avec le recul, finalement, j'avais quand même des difficultés, mais... Voilà, complètement. Alors, justement, on est dans les troubles 10, on a une question sur la dyslexie sévère. Est-ce qu'on peut les aider? Oui, alors déjà, je pense que si c'est une dyslexie sévère, il doit avoir sûrement un suivi, en tout cas si le parent est là, il nous écoute, ou en tout cas ceux qui, les parents qui ont un enfant qui présente une dyslexie sévère et qui ont été diagnostiqués, ont sûrement peut-être un suivi avec une orthophoniste, effectivement. Donc voilà, déjà je pense qu'il y a toute une part déjà rééducative qui est très importante. Et ensuite, effectivement, moi, en tant qu'ergothérapeute, souvent des orthophonistes m'envoient leurs patients du fait de cette dyslexie sévère, parce que malgré la rééducation, c'est compliqué. Et l'outil informatique, donc l'ordinateur, est vraiment un super outil. D'accord. Donc, moi qui mets en place les outils informatiques, en général, c'est vraiment pour des dyslexies, des orthographies très importantes, où là, on voit bien que c'est encore compliqué au niveau de la rééducation, que ça coûte encore énormément à l'enfant en termes de
de fatigabilité, de charge cognitive. Et donc à ce moment-là, effectivement, de passer sur un ordinateur, le but c'est de compenser, qu'ils puissent quand même ne pas prendre de retard scolaire, pouvoir suivre le rythme scolaire. Donc oui, effectivement, passer sur un ordinateur, il y a énormément d'outils qui existent maintenant. La dictée vocale, la synthèse vocale. Donc là, c'est par exemple, l'ordinateur va vous lire. Donc c'est déjà tous les outils qu'on utilise avec nos téléphones en fait. Quand on fait des vocaux, des choses comme ça. Donc dictée vocale, ça va écrire pour nous, synthèse vocale, ça va lire pour nous, donc l'enfant n'a pas besoin de lire. Et vous avez tout ce qui est prédicteur de mots aussi, donc ça les aide aussi à gagner du temps. Ce qu'on a aussi sur nos téléphones finalement. Ah oui, totalement. Ouais. Notre société s'adapte aussi à... Complètement, ça fait partie de notre quotidien aussi à nous en tant qu'adultes, d'utiliser ces outils. Donc ces enfants ont tout à fait le droit, et d'ailleurs avec le dossier MDPH, le but c'est d'écrire noir sur blanc toutes ces informations pour que vous puissiez après, que les professeurs puissent le savoir et puissent laisser l'enfant utiliser tous ces outils là bien sûr. Oui, on avait répondu à une question d'ailleurs dans l'ancien live, vous pouvez le voir dans le récap, il me semble qu'on l'a mis, où on parlait des parents pas très friands de l'ordinateur, ou même des professeurs. Oui, parce que au niveau pédagogique, on a l'impression que ça va au contraire freiner ou que ça va empêcher l'enfant d'accéder aux apprentissages, alors qu'en fait c'est tout l'inverse, parce que au contraire, il y a des enfants qui sont bloqués, qui se découragent, qui ont des difficultés des fois c'est compliqué pour eux, et de trouver des moyens de compensation, l'objectif c'est qu'ils puissent accéder à tous ces apprentissages, donc ne pas les freiner, voilà. Je sais que l'ordinateur peut un peu faire peur parce que c'est un écran supplémentaire, qu'il y a tout ça, je vois tous ces préjugés sur l'écran en fait, mais pas sur l'ordinateur en tant que tel, et sur le fait que c'est un réel outil, c'est super pour les enfants aujourd'hui de pouvoir utiliser cet outil-là, voilà. Si on l'utilise à bon escient. Avec un bon escient, dans le cadre d'une thérapie, quelque chose qui est vraiment amené de manière concrète et surtout structurée, je pense que c'est important. Totalement. Alors, 7e petite question. Comment aider l'enfant à se canaliser, rester assis, concentré en classe par exemple, à la maison? Comment faire pour que le quotidien ne soit pas une opposition permanente, pardon. Ouais. Alors on va en revenir peut-être à l'anticipation, à ce qu'on a parlé déjà. Oui. Mettre en place une routine. Je pense que on va l'écrire en gros en pop-up. Routine. Routine. Votre enfant en fait quand il a des troubles, si en tout cas il y a un diagnostic, de TDAH ou peu importe, mais en tout cas quelque chose où il va avoir des difficultés à se gérer, que ce soit au niveau moteur, que ce soit au niveau cognitif, ça va être compliqué pour lui. Il faut imaginer que c'est des enfants qui en permanence ont des choses et vont penser à plein de trucs en même temps. Donc si vous ne structurez pas, si vous mettez pas en place une routine, c'est toujours important d'en mettre une, et ça va les aider vraiment à se centrer, à les rassurer. Donc pour se canaliser, pour rester assis, si vous mettez en place une petite routine ou quelque chose d'assez structuré et d'assez adapté, bien sûr adapté à chaque enfant, bien évidemment. Oui. Si vous faites une routine vous pour votre enfant et que vous proposez à votre amie qui elle aussi a un enfant, ça va peut-être pas forcément marcher, voilà. Donc ayez ça aussi en tête. Donc c'est la routine qui est propre à votre enfant. Donc ça d'ailleurs les ergothérapeutes, nous on met beaucoup en place ce genre de stratégie. Psychomotriciens, psychomotriciennes aussi. Donc n'hésitez pas à vous référer aussi à eux, ils peuvent vous donner aussi des tips, des idées pour ça. Et le but c'est de mettre en place des stratégies, d'anticiper les réactions de votre enfant et d'anticiper tout ça pour éviter effectivement le conflit. Et à la maison c'est pareil, dès qu'il rentre de l'école par exemple, maintenant mettre en place une routine, lui dire en fait c'est ça, puis c'est ça, et à chaque fois il doit par exemple cocher un système de récompense, l'écran par exemple, dès que tu auras terminé tel truc, etc., là à ce moment-là, hop, tu as le droit à ça, mais qu'il sache exactement à quoi s'attendre pour pouvoir en fait anticiper, éviter peut-être des moments un peu de conflit ou l'opposition permanente, parce qu'il saura ce qui va se passer. Totalement. Donc ça, je crois que dans ton mini guide pratique que tu as créé sur le TDAH, oui, tout à fait. Des exercices pratiques. Oui, complètement. On va en parler, je pense, dans un petit moment. En tout cas, j'ai créé effectivement un guide, en fait, un e-book. Où effectivement si vous avez un enfant qui présente un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, effectivement j'ai mis des fiches pratiques et toute une explication en fait sur qu'est-ce que c'est le TDAH, et c'est des fiches que vous pouvez utiliser à la maison, vous les imprimez, vous les collez sur le frigo, et ça va permettre aussi peut-être de verbaliser des choses en tant que parent. C'est pas toujours évident, je sais, d'avoir un enfant à la maison
voilà, qui va avoir des comportements où vous avez peut-être des fois du mal à gérer, vous allez avoir peut-être de la culpabilité, vous allez avoir un ressentiment qui est pas souvent évident. Donc en tout cas, voilà, ça va vous permettre aussi de poser sur le papier, de vous aussi vous organiser en tant que parent, parce que vous aussi, à vous aussi d'anticiper peut-être, de trouver aussi des stratégies d'anticiper ce qui va se passer pour pouvoir mieux vous adapter et savoir comment vous comporter à ce moment-là si jamais il y a des crises, etc. C'est important vous aussi de savoir à quoi vous attendre et toujours être en anticipation, c'est important. Voilà. Ça peut être bien aussi pour les parents qui n'ont pas forcément le temps de se pencher. Mais bien sûr. Ça donne un cadre aussi aux parents parce que les parents ils travaillent, ils ont aussi leur vie et je sais qu'au quotidien on a tous c'est pas facile de penser à tout ça. Complètement. Totalement. Alors on a une dernière petite question et après on fera une toute petite pause pour essayer de vous remettre le chat pour que vous puissiez converser avec nous parce que c'est ce qui nous intéresse. Bah oui, on va faire en live. Oui, c'est ce qu'on aime et c'est pour ça qu'on fait ça. Alors dernière question avant de faire la petite pause. Comment faire pour qu'un élève ayant des TND reste motivé malgré les échecs scolaires? C'est une question d'un professeur ou d'une professeure, j'imagine. Oui, alors ça peut être aussi un parent parce que peut-être que c'est des... Voilà, ça peut être aussi un enfant qui a des soucis mais après c'est vrai qu'il y a le terme élève qui a été posé, donc effectivement. Donc dites-nous si vous êtes là. Ouais, complètement. Mais en tout cas, malgré les échecs, alors ce que je vous dirais c'est surtout alors toujours avoir quand même un ton bienveillant avec l'enfant. Ça c'est super important. Vous voyez qu'il est en difficulté, voilà, peut-être ne pas noter forcément ses difficultés, mais noter en tout cas ce qu'il réussit, ça c'est important. Être toujours positif, donc noter tout ce qu'il réussit et ce qu'il ne réussit peut-être pas forcément, plutôt avoir un comportement bienveillant, lui dire écoute, tu feras mieux la prochaine fois, ça va aller, on le refera, tu auras l'occasion de le refaire et tu pourras le retravailler, on le reverra ensemble, ou tout simplement lui expliquer que il va y arriver. En tout cas moi je sais que souvent quand j'ai des enfants qui font des erreurs en séance, etc., on se trouve toujours un petit mot, à chaque fois on se dit on va y arriver. Donc dès qu'ils font une erreur de frappe ou des trucs et que je vois qu'ils sont un peu peinés, je leur dis allez, on se dit quoi, on va y arriver. Et un petit mantra. Exactement, voilà, une petite phrase accroche là qui permet de, voilà, vous pouvez très bien trouver avec votre élève, vous pouvez très bien trouver avec votre enfant, et si vous voyez qu'il est un petit peu en perte de confiance, etc., toujours le rassurer. Vous pouvez aussi le questionner aussi sur ce qu'il aime à l'école, au contraire ce qu'il aime pas, essayer de verbaliser aussi, savoir pourquoi, comment, intéressez-vous aussi à votre enfant et à ce que peut-être il traverse des moments un petit peu difficiles, derrière échec scolaire, ce qu'il y a réellement. Voilà, parce que ça, des fois ça peut aussi cacher certaines choses, c'est pas forcément uniquement les notes, ça peut être autre chose. Donc voilà, peut-être l'aider là-dessus, lui faire des petites fiches, des petites choses. Moi je sais qu'il y a une professeure qui m'avait expliqué qu'elle avait mis des petits mots dans une boîte en fait, et que dès que les enfants ils se sentaient pas bien, ils allaient dans cette boîte et en fait ils tombaient sur un mot sympa. Et du coup ils pouvaient le garder et c'était leur mot de la journée, et donc du coup il fallait qu'ils gardent le mot de la journée. Donc voilà, par exemple des petites choses comme ça peut être sympa, et ça fait en plus participer toute la classe, donc plutôt que peut-être dès que sur encore l'enfant et lui adapter des choses que à lui, faire participer aussi la classe, ça crée de l'entraide, ça crée des émotions positives, on va dire. Tu m'avais donné aussi un super conseil, tu m'avais dit je suis aussi professeure enseignante, et tu m'avais dit c'est bien de dire c'est bien, mais par contre sois dans le détail, dis qu'est-ce qui est bien, vraiment c'est bien effectivement il faut développer, comme ça en plus l'enfant il sait, il va comprendre, donc si on prend le temps de bien lui expliquer, il n'y a pas de souci, et au contraire il saura faire aussi en conséquence, et aussi toujours lui dire que le pousser à être fier de lui, à tout ça. Donc le fait de verbaliser c'est super important. Les mots ont de l'importance. Peut-être pas que vous parlez, mais aussi le questionner pour que lui aussi verbalise et que lui aussi donne ses mots, et puis ça permet aussi peut-être de trouver le pourquoi du comment, de détecter des choses aussi peut-être que vous avez pas forcément repéré, et l'enfant va pouvoir vous le verbaliser parce que vous prenez ce temps-là avec lui. En tout cas, en tant que prof, je sais que c'est pas toujours évident, mais essayez au maximum en tout cas. Au maximum de ce que vous pouvez. Le bien-être des enfants, c'est super important aussi, et il faut qu'ils se sentent bien à l'école, quoi. C'est super important. Merci Lucie. On va recevoir une petite question, donc on va y répondre. En plus, elle est intéressante, donc c'est chouette. Franchement, oui, complètement. Je pense que c'est le quotidien de beaucoup de parents, donc c'est super. Donc la question, c'est: mon enfant est épuisé après une journée d'école. Comment l'aider à décompresser sans que cela se transforme en crise? Alors, j'ai plutôt parlé de stratégies concrètes directes que vous pouvez mettre en place à la maison.
Alors, moi en général, ce que je propose un petit peu aux parents, c'est que déjà, voilà, votre enfant, il est en surcharge cognitive, donc ça va être très compliqué. Et s'il est épuisé, ça va être un peu compliqué pour lui, après une journée d'école, de se lancer directement dans les devoirs ou quoi que ce soit. Donc, petit conseil, mettez en place un sas de décompression. Vous lui laissez 20-30 minutes. Du moment qu'il passe le pas de la porte, vous lui laissez 20-30 minutes pour qu'il puisse déjà reprendre un petit peu ses émotions, se calmer. S'il y a eu des frustrations dans la journée, vous en parlez avec lui. Ça permet déjà de le faire verbaliser, de l'aider. Ça peut être un moment soit en calme, ça peut être un moment soit pour parler avec vous, pour exprimer ses ressentis. S'il a besoin au contraire d'espace, vous le laissez prendre son espace, etc. Donc pas de devoir immédiatement, je vous le conseille pas. Et utiliser une activité qui va lui permettre de décompresser. Alors moi j'ai par exemple des parents, quand c'est des enfants qui ont une hyperactivité, par exemple faire de la trottinette ou du sport, ou jouer un petit peu à la balle avec lui, faire quelque chose, une petite activité avec lui, du temps seul, écouter de la musique. Je sais que souvent ça peut quand même vous aider aussi, ça peut aider ces enfants-là. Mais surtout, évitez les écrans directement. Ne les mettez surtout pas sur un écran directement. Au contraire, ça va être encore plus important pour eux. En fait, le problème, c'est que ça va envoyer encore plus de dopamine et ça va encore plus les fatiguer. C'est pas possible, donc évitez absolument. Et le but, réduire la charge mentale, éviter les questions directes. Ta journée, c'était comment, et plutôt une approche bienveillante. Anticiper, donc collation, hydratation, essayer soit de passer au goûter qui reprenne un petit peu des forces, et toujours une routine. Comme on le disait depuis le début de ce live, mettez en place une routine, c'est super important, et observez vraiment le besoin réel de votre enfant. Des fois il y a des enfants qui vont avoir besoin de se dépenser, mais c'est pas forcément systématique. C'est-à-dire si ce jour-là il a plutôt envie de faire une activité détente, laissez-le faire cette activité détente. Soyez quand même attentif à ses besoins. C'est important, en tout cas aux besoins réels qu'il a à l'instant T. Et tous les enfants sont différents en plus. Oui, donc complètement. Et en plus, en lien avec sa fluctuation d'attention, etc., il va falloir répondre aux besoins réels à un instant T. Donc c'est important. On a Vanessa qui nous pose une question. On a réussi. Oui. Merci pour votre patience. Donc elle nous dit je commence le parcours du combattant dans les diagnostics. Ok, facile. Oui. Bon courage Vanessa pour ça, en tout cas. Bon courage. Voilà. Le médecin scolaire a fait un pré-diagnostic de multidys. Elle nous a inscrit dans le parcours PCO. Ok, alors oui, PCO, je pourrais un petit peu détailler ce qu'il en est. On va peut-être détailler tout ça. Rendez-vous neuro dans 3 mois, mais compliqué pour l'orthophoniste. Merci pour la solution du thé pour éviter la guerre. Ok, bon pas de souci. Alors déjà, c'est très bien d'entamer tous ces diagnostics. Effectivement, si vous avez repéré des choses et que c'est important de mettre des mots dessus, donc c'est très bien que vous puissiez me poser ces diagnostics. Je sais que c'est un parcours qui est très long, qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, financier aussi, on va pas se mentir, ça demande énormément d'argent, surtout si vous passez par des professionnels du libéral, etc. Donc en tout cas, je vous souhaite du courage dans tout ce parcours, mais en tout cas sachez que au bout de ce parcours, il y a quand même énormément de solutions, des solutions concrètes pour vous, de l'aide pour votre enfant, et surtout un parcours qui va surtout aider et soutenir votre enfant, et ça va vraiment beaucoup l'aider. Donc surtout lâchez pas, c'est super important. Si vous avez besoin, normalement les professionnels de santé sont là quand même pour vous orienter au mieux, pour vous aider au mieux. En tout cas, on prend réellement notre rôle très à cœur, donc pour vous éviter aussi de perdre du temps. Maintenant, on a quand même l'habitude aussi d'orienter les parents vers les bons professionnels, etc. Donc surtout, faites confiance aux professionnels de santé. Je pense qu'ils font très bien leur travail, il n'y a pas de souci. Alors, pour trouver une orthophoniste, je sais que c'est très compliqué. Nous, on a une orthophoniste sur le centre thérapeutique et pédagogique. Donc, si vous voulez l'appeler Kids Center, donc qui s'appelle Paola Monfeuillard avec un D à la fin. Et attention, c'est pas Mon comme M-O-N-T, c'est M-O-N et Feuillard, avec un D. Vous retrouverez toutes les infos sur le site de kidscenter.fr. Oui, connectez-vous sur kidscenter.fr, envoyez-nous une demande et on lui transférera, et je pense qu'il n'y a pas de souci, elle sera ravie de pouvoir vous aider. Si vous cherchez plutôt une orthophoniste proche de chez vous, mettez-vous sur les listes d'attente, et il existe aussi une liste départementale, donc mettez-vous sur la liste parce que les orthophonistes, il y a de nombreux orthophonistes qui sont dessus, et je sais que il y a cette grande liste départementale où dès qu'il y a des possibilités, en tout cas des désistements ou des listes d'attente qui s'amenuisent un petit peu, vous pouvez prendre une place aussi dessus. Donc si vous voulez, vu qu'on a votre mail, on vous enverra aussi la liste départementale, on demandera à notre orthophoniste de vous envoyer cette liste-là pour que vous puissiez vous inscrire sur cette liste. Je pense que ça peut être pas mal.
Et ensuite, du coup, au niveau de tous ces diagnostics, si vous avez besoin de conseils, etc., vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, on vous aidera aussi. Après, voilà, je pense que pour vous, c'est sûrement le début. Donc, effectivement, vous faites exactement ce qu'il faut. Vous commencez par, du coup, un médecin. Dans 3 mois, vous aurez déjà un petit peu une idée. Il pourra peut-être pas forcément poser le diagnostic dessus parce qu'il va sûrement vous demander d'aller voir d'autres professionnels pour vous orienter. Donc, ensuite, effectivement, il faudra faire tout ce parcours-là. Et après, je sais pas si vous avez possibilité de nous répondre, mais quel âge a votre enfant, du coup? Oui. Parce que ça peut être intéressant, si c'est une fille, un garçon. Sur Instagram ou sur, vous pouvez nous envoyer, ou sur voilà. par mail, comme vous préférez Vanessa. Et d'ailleurs, vu que c'est quand même quelque chose d'assez complexe et d'assez, ce qui peut faire peur aux parents quand on se lance dans tous ces parcours, Lucie a créé une formation qui s'appelle Savoir détecter les TND, les 7 troubles chez l'enfant et l'adolescent. Et tu parles de chaque professionnel. Ouais, je détaille vraiment les différents troubles, les différentes choses. Donc en plus, si Niki dit, je pense que ça peut effectivement vous intéresser pour aller un petit peu plus loin et mieux comprendre ces différents troubles, parce que ça vous permet aussi de savoir un petit peu la manifestation de ces troubles et peut-être aussi pouvoir mettre des clés concrètes en place pour votre enfant. Voilà, je sais pas si vous avez appris des difficultés dans certaines choses à la maison, au quotidien, mais en tout cas, voilà, ça peut effectivement vous aider. Donc n'hésitez pas. Et après, il y a différents guides, il y a pas mal de petites choses qu'on a faites aussi sur le site, donc je suis sûre que ça peut aussi vous aider à vous donner des petites clés concrètes. Voilà, en tout cas. On va prendre une dernière question, parce qu'après, il va falloir qu'on vous quitte. Vous pouvez l'envoyer par mail ou par Instagram. On regarde ça de suite, comme ça on y répond le plus vite possible. Vanessa, sa fille a 8 ans. CO2, okay. Elle a été proposée le redoublement pour le CE2. D'accord. Alors ça, au niveau du redoublement, effectivement, en général, c'est quand même plutôt les professeurs qui décident de ça, parce qu'en termes de niveau scolaire, ils étudient ça, donc du coup, en fait, je pense que s'il y a un redoublement, effectivement, peut-être au niveau scolaire, si ça a vraiment un impact important et que les résultats sont quand même très faibles et qu'il y a quand même un retard scolaire, voilà, à voir si c'est vraiment important ou pas et si, voilà, effectivement, vous vous lancez dans ce redoublement. Après, il n'y a rien de mal au redoublement. Des fois même nous en tant que professionnels de santé on demande à la famille et même d'ailleurs c'est super important parce que redoublement ça peut quand même aider l'enfant à repartir sur de bonnes bases. Après il faut voir au niveau émotionnel, effectivement, voir avec votre enfant si ça va pas avoir un impact au niveau émotionnel, parce que forcément ça peut être vécu comme un échec, donc peut-être en parler, le verbaliser avec lui, c'est important. Et il me semble aussi que il y avait la PCO qui avait été proposée, et c'est vrai que j'ai pas développé le terme de la PCO, mais pour les parents qui nous écoutent, et donc Vanessa, ça peut aussi effectivement vous aider également. Donc la PCO, du coup, c'est en fait un système qui a été mis en place par l'hôpital, et ça permet en fait en fait c'est comme une sorte de système de prévention. En fait, ça va aider les familles, ça va orienter les familles de manière précoce. Donc en fait l'objectif est de détecter au plus vite en fait entre guillemets les troubles. Donc en général c'est des enfants entre 5 et 8 ans où on fait des diagnostics très précoces, et ça permet d'avoir des diagnostics rapides, de pouvoir orienter rapidement les familles vers des traitements, vers des professionnels de santé, vers de la rééducation, de la réadaptation, pour peut-être éviter voilà, un parcours un petit peu des fois difficile pour ces enfants jusqu'au rang CM1, CM2, et d'attendre le collège pour peut-être les aider, alors qu'on peut les aider bien avant. Voilà, il y a également tout ce qui est prise en charge financière, donc ça c'est hyper intéressant aussi. Donc si vous êtes des parents en attente d'un dossier MDPH ou ce genre de choses, en tout cas vous pouvez avoir aussi des prises en charge et des séances qui peuvent être financées en tout cas par l'hôpital et par la CPAM. Donc c'est plutôt bien quand on est par exemple nous ergothérapeutes, psychologues ou psychomotriciens et qu'on n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Voilà, donc en tout cas n'hésitez pas à aller vous référer aussi à l'hôpital, parce que c'est long, c'est fastidieux, mais en tout cas au niveau prise en charge financière et plein de choses, c'est super intéressant, bien sûr. Et un diagnostic précoce, qui dit qu'on prend plus on prend les problèmes plus tôt, entre guillemets, les difficultés le plus tôt possible, plus on évite à l'enfant d'avoir des difficultés qui se majorent avec l'âge ou voilà, avec le système scolaire. On a la chance d'avoir ça aujourd'hui, il faut aussi complètement. Ouais. Et question peut-être bête, mais la PCO c'est que en Occitanie ou... Ah non, c'est alors je sais que moi en Occitanie voilà, c'est le cas, mais après il me semble que oui, c'est national. Oui, il me semble hein. D'accord. En tout cas, c'est en train de se développer. Si j'ai bien ouais, complètement. Ouais, selon vos régions, je sais pas d'où vous venez, n'hésitez pas à nous dire aussi. C'est vrai, effectivement. Mais peut-être que ça peut mais en tout cas à se renseigner, ouais, effectivement. En tout cas, je sais qu'en Occitanie, c'est le cas. Donc voilà, on est déjà une grosse région. Donc voilà. Alors attendez, je crois que j'ai reçu une autre question. Super.
Attendez. Hop. Alors... J'essaye de trouver vos questions, hein. Désolée, mais comme il y a plusieurs... voilà, vous nous envoyez sur Kid Center, sur thérapie, voilà, j'essaye d'avoir de regarder également, mais... Voilà, regarde aussi, parce que j'essaie de gérer tous les secteurs. Lucie, en attendant, est-ce que si tu as un dernier mot pour la fin, un conseil, un mot, qu'est-ce que tu aimerais nous partager ? Eh bien, alors déjà, j'aimerais dire que si vous faites, enfin en tout cas si vous regardez ce live, c'est déjà que le sujet, en tout cas soit vous y êtes confronté ou en tout cas ça vous intéresse et que vous avez en tout cas envie de d'en apprendre davantage sur ce sujet. Ce qui est vraiment super parce que le but c'est de faire aussi changer, c'est le but aussi de ces lives, de pouvoir faire ces formations, tout ça, c'est que de sortir peut-être un peu de ce cadre uniquement d'ergothérapeute en libéral et plutôt que d'aider uniquement les enfants et les patients que je peux avoir, aussi peut-être aider les adultes à mieux comprendre, à mieux s'adapter, à mieux agir aussi en conséquence pour ces enfants, donc ça c'est super important et je suis contente qu'en tout cas ces sujets-là sont de plus en plus présents à l'école, au quotidien, qu'on en parle de plus en plus à notre entourage, qu'en tout cas c'est un sujet qui se démocratise et c'est très bien parce que c'est pour le bien-être de ces enfants et je pense que c'est en tout cas le mot que j'ai envie de retenir. Et restez avec nous parce que on a un cadeau pour vous. Pour vous remercier, pour vos questions, oui, c'est vrai. Pour le fait d'avoir participé au live et d'interagir avec nous. On a un petit cadeau pour vous. Nous vous offrons un guide pratique qui s'appelle Stop à la culpabilité parentale, qui a été écrit d'ailleurs par Lucie Nicolas. C'est un sujet que je rencontre souvent. J'ai souvent des parents qui culpabilisent soit de faire trop, pas assez, mal, qui culpabilisent peut-être de ne pas avoir forcément les difficultés de leur enfant plus tôt. Et donc c'est vrai que c'est un sujet qui est assez fréquent chez les parents et en tout cas dans ce petit guide en tout cas je vous explique, je vous donne des petites fiches papier, plein de petites choses, en tout cas j'ai vraiment mis tout mon cœur et toute mon énergie pour vous aider et pour mieux comprendre ce que c'est que ce sentiment de culpabilité parce que il est tout à fait normal et au contraire déculpabilisez-vous de la culpabilité, donc vous recevrez dans vos mails ce petit guide pratique sur la culpabilité qui va pouvoir vous aider et vous avez également sur le site de Thérapie Academy le petit pas mal grand livret d'ailleurs de Lucie, c'est vrai qu'il fait pas mal de pages, désolée. le guide pratique qui se nomme TDAH, comprendre et accompagner l'enfant au quotidien avec des exercices concrets. Donc n'hésitez pas à aller aussi sur Thérapie Academy sur le site pour pouvoir si vous souhaitez avoir ce livret. Et Lucie a également fait une formation avec des vidéos, une formation poussée qui est intitulée Savoir détecter les TND, 7 troubles chez l'enfant et l'adolescent. Et c'est dans cette formation que justement on parlait où Lucie je développe vraiment chaque trouble, la manifestation, la prévalence. C'est des bonnes bases en tout cas, que vous soyez parents, étudiants dans la santé, que vous soyez professionnel de santé ou tout simplement vous vous lancez dans ce système là où vous êtes même prof, AESH, vous avez vraiment envie de vous former un petit peu plus et en tout cas c'est une formation qui est certifiante, vous recevrez un petit diplôme à la fin donc n'hésitez pas. Une attestation de participation. Oui plutôt, mais en tout cas n'hésitez pas parce que comme ça vous permettra du coup d'en savoir un petit peu plus sur tous ces troubles et surtout d'aller vraiment plus loin. Je pense que c'est important d'avoir des bonnes bases. Donc n'hésitez pas. Comme ça s'il y a d'autres lives, d'autres sujets, parce que je pense qu'on fera sûrement un live. En fait c'est le deuxième qu'on fait, mais on adore ça. Oui, on adore ça. On adore échanger sur ces sujets, vous répondre. Puis vous êtes hyper réactifs à chaque fois, donc nous ça nous donne envie d'en faire. Complètement. On adore. On se sent utile et c'est super. Oui. Merci beaucoup, merci Lucie mille fois. Pas de dernière question, on est bon. On est bon. De toute façon, l'heure. Si jamais vous avez d'autres questions ou quoi, il y a pas de souci. On essaiera d'y répondre en tout cas. Envoyez un mail sur Thérapie. Et dès que j'aurai un petit moment, j'hésiterai pas. Restez connectés, de toute façon, on va refaire un live pour pouvoir répondre à vos questions. On refera aussi d'autres thématiques
qui touchent tout ce qui est le milieu de la thérapie, de la pédagogie, etc. Voilà, même n'hésitez pas à nous envoyer en mail aussi des idées de thématiques. Oui, des thèmes, tout à fait. Oui, parce aborder. qu'on en a, mais en tout cas, s'il y a des choses qui vous intéressent, oui, complètement. Voilà. On a toujours des idées, mais si jamais vous en avez, c'est avec grand plaisir. Voilà, écoutez, on vous souhaite une belle soirée. Merci à vous. Vous recevrez vos petits mails avec votre petit guide pratique sur la culpabilité parentale et toutes les informations, tout le suivi, les formations, le site internet, etc. Vous recevrez tout ça par mail. Merci à vous et à très bientôt. Merci, au revoir.